Bonjour mes amis, c'est lundi. Bon retour parmi nous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai 3 grandes parties pour vous. Nous débutons par l'analyse des lignes de front, puis abordons l'économie russe, incluant la raffinerie de pétrole. Bingo. Et nous terminons avec les actualités internationales, à savoir les drones russes en Roumanie et la réponse de l'OTAN aux drones russes en Pologne. Il y a une grande réaction. Nous y viendrons, mais nous allons commencer par les lignes de front. Et bien sûr, nous commencerons par la section Dobropilia, dans la région de Bakrovsk. Vous pouvez voir sur cette carte qu'il y a 3 grands encerclements qui se forment dans la section Dobropilia, un plus au nord, à Koucheriviar. Cette section est connue des Ukrainiens. Ils n'attaquent pas avec l'infanterie, mais laissent simplement les Russes dans l'encerclement, les affamant et les bombardant à distance, autrement dit, ils préservent leurs effectifs. Il n'est pas nécessaire d'envoyer l'infanterie si, vous savez, les Russes n'ont aucune chance de rejoindre ces troupes. Le deuxième encerclement qui n'a été signalé qu'hier est ici. Je ne sais pas comment l'appeler, l'encerclement de Volodymyrka Arnov-Shaktove. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, nous allons entrer dans les détails. Les images satellites nous indiquent précisément où sont les troupes ukrainiennes dans la petite connexion restant aux Russes avec le Savian. Et le troisième encerclement qui est en train de se produire, c'est ce grand ici. Les Ukrainiens doivent se connecter au sud de Novateretska et au nord de Rezina. Ça devient compliqué. Supprimons ceci et voyons où sont les Ukrainiens. Regardez. Ceci est le deuxième encerclement que je viens de tracer et c'est le point le plus étroit de la connexion russe à cette zone et aux troupes ukrainiennes. Des chars ukrainiens ont été géolocalisés à l'ouest de Mayak. Où se trouve Mayak? Eh bien, je vais vous montrer, Mayak est juste ici. Regardez ça. Volodymyrka a été libéré il y a seulement quelques jours. Maintenant, les troupes ukrainiennes ont été repérées à peu près ici, là où j'ai mis la croix. Donc, c'est à l'ouest de Mayak. Ils ont avancé depuis Mayak. Bien sûr, le but c'est de rejoindre l'autre côté du territoire contrôlé par l'Ukraine. Couper cette connexion russe. Je veux dire, soyons honnêtes, c'est un champ. C'est une connexion symbolique. Cela ne veut pas dire que les Russes ont des troupes ici. Cela signifie que cette zone n'est pas directement contrôlée par l'infanterie ukrainienne et qu'ils n'ont pas de secteur de tir dessus. Bien sûr, des drones peuvent envoler ici, mais si les Russes veulent vraiment se retirer de cette section juste ici, ils pourraient le faire avec quelques pertes. Mais lorsque les Ukrainiens relient en somme physiquement ces deux côtés, établissent des secteurs de tir, avancent vers le sud et vers le nord, ces zones contrôlées par les Russes. Alors il n'y aura plus de connexion, et nous pourrons parler d'un deuxième encerclement complet. Ce n'est pas encore arrivé, mais comme je l'ai mentionné, des chars ukrainiens ont été vus à l'ouest de Mayak et à l'est de Nikonarievka. Ceci a aussi été géolocalisé. Nikonarievka est juste en face, je vais vous refaire un dessin. Voyez, Mayak et Nikonarievka sont juste ici. Les forces ukrainiennes ont été aperçues dans ce champ et dans cette zone, donc il ne reste plus grand-chose à faire pour relier tout ça. Le problème, ce sont l'armée de l'air russe et les drones russes. Bien sûr, c'est juste un champ, mais tu n'es pas dans une lisière d'arbres, tu n'es pas dans une tranchée, tu es sur un champ, ce qui veut dire qu'il y a des mines, il y a des drones russes, il y a des bombes planantes russes. C'est la partie la plus difficile. Pour compléter cet encerclement, les Ukrainiens devraient contrôler cette zone ici au nord et ces bois juste ici au sud. Cela formerait cet encerclement ici. Le deuxième serait alors complet et c'est en cours. Je vais conclure Dobropilia par un résumé pour vous. Ce qui se déroule actuellement sur ce secteur est tout simplement historique. Les unités d'assaut ukrainiennes ont mené l'une des offensives les plus réussies récemment, alors que l'ennemi tente d'avancer. Nos forces les démantèlent calmement et méthodiquement, coupant les lignes d'approvisionnement, isolant des poches et les écrasant dans des zones de tir croisées. Vous voyez, c'est de cela dont je parle. Pour encercler le deuxième encerclement, ils ont besoin de ces zones de tir croisées sur ce champ où les troupes ukrainiennes ont été repérées. Un char ou un véhicule blindé isolé ne constitue pas un encerclement. Il faut des positions d'infanterie permanentes, des zones de tir d'interception, des drones dans les airs. Donc si les troupes russes veulent se retirer, elles seront détruites. Ça, c'est un encerclement. Ce n'est pas la réalité. Pas encore. En seulement 2 semaines,
Ce qu'on croyait impossible est désormais réel. Les forces russes se sont piégées, hors service et parfois encerclées tactiquement. Sur la carte, 3 grands chaudrons sont en train de se former. Les mâchoires se referment. La Russie a dépêché ses troupes les plus prêtes au combat sur cet axe, y compris les forces spéciales, dans une tentative désespérée de briser l'encerclement. Mais même leurs unités d'élite n'ont pas pu arrêter l'avancée fulgurante des troupes d'assaut ukrainiennes. Nous évoquons le premier corps Azov, l'une des unités ukrainiennes les plus élitistes. Les combats sont intenses, brutaux, parfois même au corps à corps. Le ratio des pertes parle de lui-même. 5 pour 1 pour l'Ukraine, voire plus lors de certaines opérations. Je vais m'arrêter là. On dirait que tout va bien pour les Ukrainiens. Bien sûr, ce n'étant pas le cas. Les bombes guidées russes font des ravages, car environ 50% de toutes les frappes de bombes planantes russes touchent cette zone, et les Ukrainiens subissent peut-être de lourdes pertes à cause de ces bombes planantes russes. Tout n'est pas rose, maintenant, mes amis. Nous allons aller dans le secteur de Kupiansk, car c'est une autre zone où des mouvements sur le front ont lieu en ce moment. Et pas en faveur du favori ukrainien, voyez. Les Russes se sont solidement installés à Kondrachivka, qui se trouve au nord de Kupiansk, et ils essaient de refermer cette poche juste ici. Je n'ai aucune indication que les Ukrainiens aient le moindre soldat ici. S'ils en ont, ils font face à un encerclement en ce moment, et c'est vraiment mauvais. Dans le secteur de Kupiansk, les Russes utilisent des pipelines. J'ai une vidéo pour toi. Je veux dire, c'est assez rare. Tu vois, c'est ici que les drones ukrainiens confirment que les Russes sortent des pipelines. Regardons la vidéo un instant. Tu vois, ils rampent hors de ces pipelines, ils ont leurs sacs, leur équipement. Regarde ça. Les pipelines sont un bon moyen d'avancer parce que tu es à l'abri des drones, à l'abri des attaques aériennes, à l'abri des bombardements. Alors, où sont-ils sortis? Où les rats sont-ils sortis? Comme tu pourrais le demander, je vais te montrer l'endroit exact où les rats sont sortis, où ils ont rampé hors du pipeline. La carte n'est peut-être pas très nette, mais c'est ici qu'ils ont émergé à la surface. Et comme tu peux le voir, c'est à quelques centaines de mètres de là. Zone aux mains des Russes où cela s'achève. Tu pourrais demander, pourquoi rampent-ils plusieurs kilomètres dans un tuyau en zone russe? Eh bien, c'est le même problème, mes amis. Parce que toute cette zone est frappée encore et encore par des drones ukrainiens. À l'intérieur d'un pipeline souterrain, vous êtes protégés. Donc la surface ici, même si c'est une zone contrôlée par les Russes, ça a du sens parce que vous êtes à l'abri des drones ukrainiens. Il y a aussi des informations selon lesquelles les Russes apparaissent à la surface à Kupiansk. Ils essaient de contourner les positions de drones ukrainiens pour ensuite les attaquer par l'arrière afin de semer la confusion dans ces soi-disant bulles de drones ukrainiennes et détourner leur attention de ces zones frontales où l'infanterie russe lance habituellement l'assaut. C'est ce que font les Russes. Ils essaient de disperser l'attention des Ukrainiens, l'attention des unités de drones. Concentré devant, personne ne passe. Concentré derrière. Parce que si quelqu'un sort soudainement d'une canalisation et vous attaque par l'arrière, alors cela devient plus facile. C'est aussi plus facile pour les unités d'assaut russes d'avancer sur le front. Nous avons une vidéo de ces troupes russes dans la canalisation. Regardons-la. Voyez comment ils rampent. Je veux dire, c'est vraiment exigu et claustrophobe. Ce serait un problème pour moi. Je veux dire, je suis un grand gars, je fais 1m93, je pèse environ 113 kg, je suis massif, donc je ne pourrais pas faire ça. Mais ils ont ces petits chariots à roulettes, c'est ce qu'ils utilisent. Quelques kilomètres sous terre, dans un tuyau comme ça, ce sont quelques kilomètres où tu n'es pas attaqué par des drones ukrainiens. La situation est ici pire qu'à Dobropilia. Parce que, comme tu peux bien le voir, ici c'est Kupiansk, cette zone urbanisée, et il y a une localité appelée Maskovka. Symbolique, n'est-ce pas? Eh bien, les Russes avancent dans ce secteur, ils sont en train de refermer cette poche. Si les Ukrainiens n'arrivent pas à les repousser comme à Dobropilia, ce qui ne semble pas être le cas pour l'instant. Voici les nouvelles zones urbanisées que les Russes sont occupés, ils ont pris le contrôle de ces deux-là, au nord et au sud de Radivka. Et voici Radivka, d'où ils sont sortis du pipeline. Alors, tu sais ce qui se passe ici, ce n'est pas aussi bien que dans la section de Dobropilia. Mais maintenant, mes amis, je vais dézoomer, je vais passer à l'axe final qui est l'axe de Soumy.
Le nord de l'Ukraine, le nord, l'est, principalement le nord de l'Ukraine. Et les Ukrainiens ont avancé ici. Je veux dire, c'est un grand mouvement sur les lignes de front. Donc je dois vous le montrer. D'ailleurs, voici la frontière d'État. Konstantinivka est un village ukrainien occupé par les Russes. C'est un village frontalier. Vous voyez le mouvement quand je manipule la chronologie. Les Ukrainiens repoussent les Russes au-delà de la frontière. Et c'est l'objectif, simplement les repousser au-delà de la frontière d'État. Comme vous pouvez le voir, il y a un plan d'eau ici. Traverser ceci, ils ne vont pas le faire. Ils vont contourner, appelons les choses comme elles sont. Vous n'allez pas traverser ça sous le feu, vous allez probablement faire un détour autour. L'objectif des Ukrainiens, bien sûr, est d'atteindre l'autre rive de ce plan d'eau et de repousser les Russes hors d'Ukraine. Parce que la frontière d'État est à 200-300 mètres de Konstantinivka, donc si vous prenez cette localité, il faut les repousser de l'autre côté de la frontière. C'est aussi simple. Voyons quelques vidéos de la ligne de front dans cette section. Et tout de suite, on passe au front sud, à Zaporizhia, parce que les Hors-Ukrainiens, encore une fois. Leur style est reconnaissable grâce à leurs célèbres vidéos de drones, notamment en vision nocturne. Des drones d'attaque à longue portée, à voilure fixe qui attaquent les systèmes de défense aérienne russes. Dans celle-ci en particulier, le système de défense aérienne russe Buk 3 est neutralisé, celui-ci juste ici. Mais gardez simplement à l'esprit qu'il y en a un autre juste à côté. Et il pourrait même y en avoir encore plus derrière, ce qui signifie qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine. Mais oui, doucement mais sûrement, vas-y et fonce, le livre 3 a été complètement détruit, le livre 3. Très coûteux, comme tous les systèmes de défense aérienne dans le monde, partout, bon c'est très coûteux, donc un autre a été éliminé. Maintenant, cette prochaine vidéo vient du front russe. Ils rapportent qu'ils ont un problème. Des souris mangent leurs drones. Celui-ci en particulier est un drone Molnia. Regardons-le. L'essentiel de la vidéo, c'est que ces rongeurs courent non seulement sur les abris, les remparts et tombent en haute, mais ils rongent aussi la taille. D'accord, il est en train de ronger sur le côté. Regardez ça, ce sont des souris ou des rats qui achètent et mangent ce plastique. Les sous-titres mais sont vraiment mauvais. Cette vidéo. Ils sont difficiles à lire, mais je vais vous dire quel est le problème. Je veux dire, les souris deviennent, je ne plaisante pas, elles deviennent défoncées à cause de ce plastique. Certains mélanges de plastique rendent les rongeurs défoncés s'ils en mangent. Et celui-ci en contient les ailes de drone Molinia. Alors ils en mangent, ils se défoncent et ils courent d'arrêt partout dans les tranchées. Ils tombent sur du plafond. Donc vous avez un problème de souris. En ce moment, vous avez un problème de souris qui se défoncent avec vos drones. Je ne plaisante pas. Des choses bizarres arrivent pendant la guerre, mec. C'est fou. Mais oui, les drones russes défoncent les souris. Je parie que ce sont les biolaboratoires d'Ukraine qui produisent donc ces souris pour attaquer ces drones. Maintenant, on retourne un peu dans les pipelines, parce que dans un autre pipeline, les troupes ukrainiennes ont installé un fil de fer barbelé. Alors, tu es un soldat russe, tu veux te défendre contre les first-person view ukrainiens, tu entres dans le tuyau pour ramper plusieurs jours. Il passe des jours entiers dans ces pipelines, car c'est long. Mais ensuite, tu tombes sur ce fil barbelé. Maintenant, si tu entres en contact avec les fils barbelés, ça va te détruire, ça va te déchirer. Il n'y a aucun moyen de traverser ça sans déchirer tous tes vêtements. Tu ne peux pas le pousser, tu dois le tirer. Tu dois donc reculer. Donc quelques jours dans un pipeline, et ensuite tu vas faire demi-tour et revenir en arrière. Parce que les Ukrainiens ont installé des fils dans la conduite. Encore une fois, des choses folles se produisent pendant la guerre. Mes amis, maintenant je veux à nouveau vous présenter une escouade russe, et je l'appellerai l'escouade de trottinettes électriques Timou. Regardez ça, mettons un peu de son. Ils ne font pas de bruit car ils sont électriques. Et ils ont toute une escouade. Je pense qu'il y a ici la moitié d'un peloton, voire 2 escouades. Ils y vont seuls. C'est une charge, au fait. C'est une charge silencieuse. Non, c'est silencieux. Trottinette électrique. Elles sont silencieuses. Regarde ça. Oh mon Dieu, on ne les a jamais revues. Et je vais terminer avec le
Segment de première ligne de cette vidéo sur les problèmes d'eau des unités russes. L'eau, vous savez, c'est difficile à transporter, c'est vraiment lourd. On ne peut pas la comprimer d'aucune manière. Vous devez la transporter telle qu'elle. Donc ils ne font pas vraiment ça parce que l'unité Storm Z ne survit pas longtemps en première ligne. Quand ils sont déployés, ils reçoivent un peu d'eau puis partent de risquer leur vie. Ceux qui survivent, autant doivent partir trouver de l'eau eux-mêmes. Dans ce cas, ils l'obtiennent d'eux. Comment appelle-t-on ce tuyau d'orage ? Désolé, je ne connais pas le nom en anglais. Vous le reconnaîtrez sûrement à son apparence. Il reste de l'eau ici. Vous voyez, il y a encore de l'eau. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est mauvais, 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 mauvais. Ça peut te tuer. Si tu sautes dedans, ça pourrait te tuer. Si tu la bois, ça pourrait vraiment te tuer. Tu auras la diarrhée. Ils prennent cette vieille eau stagnante, ajoutent du papier toilette et laissent l'eau s'égoutter. Donc ça va atténuer un peu le choléra, mais ça ne te sauvera certainement pas. Je vais juste vous donner quelques petits exemples ici. Risque chimique et de métaux lourds. Le papier toilette n'est pas un filtre sûr. Bactéries, virus protozoaires, helminths, vers parasites. Je veux dire, tout ça ne sera pas éliminé avec du papier toilette. Donc ces soldats longs. Je veux dire, ils sont en première ligne. Personne ne se soucie vraiment s'ils ont la diarrhée ou non, s'ils ont des parasites ou non. Mais eux, oui. Et ça, tu sais, s'ils ne meurent pas à cause des drones ukrainiens. Au final, ils mourront de malnutrition à cause de tous les parasites qui envahiront leur intestin. C'est vraiment grave. Mes amis, vous aimez la meilleure section de commentaires, et dans chaque vidéo, je lirai l'un des meilleurs commentaires de la précédente. Et dans celle-ci, c'est merde 594 qui dit. Ça ressemble beaucoup à la tactique de Moti dans la région de Mayak. Couper les Russes en petits morceaux. Mayak, souvenez-vous, à Dobropilia, c'est là que se produisent les Trolltojio, les 3 encerclements. On dirait vraiment que les Ukrainiens sont en train de les isoler. Voyez Moti, corrigez-moi si je me trompe, mais en finnois, cela devrait signifier le bois de chauffage coupé en petits morceaux pour être mis sur le poêle. Les tactiques Smoiti pendant la guerre d'hiver, signifiant que ces grandes colonnes russes qui avançaient qu'on avait sur la ligne Mannerheim par exemple, étaient divisées en plus petites et ensuite simplement éliminées, détruites. Parce qu'il était plus facile de les détruire puisqu'il s'agissait alors de plus petites unités. Et ils ne pouvaient pas s'éloigner de la route parce qu'ils ne pouvaient vraiment pas beaucoup bouger dans la neige. Et le résultat était vraiment magnifique. Je vais chercher quelques photos, mais je ne suis pas sûr de pouvoir les montrer. Mais oui, vous les découpez, vous les mettez en morceaux et boum, voilà le résultat. C'est pour ça que j'aime ce commentaire, parce qu'on dirait vraiment que le premier corps Azov d'Ukraine utilise les tactiques Moiti. Qui dirige le premier corps Azov ? Je suis heureux que vous le demandiez. Parce que ce gars-là, le colonel Denis Prokopenko, suit des règles finlandaises strictes. Les règles finlandaises sont très liées. Son grand-père a combattu durant la guerre d'hiver contre les Russes avec les tactiques MOITI. Et maintenant, nous voyons le premier ars du corps, dirigé par ce type, utiliser les tactiques Moikti près de Mayak contre les Russes. J'adore quand cette histoire précise se répète. Mais d'accord mes amis, maintenant, offrez-moi un café. Je n'en avais aucun dans la vidéo précédente. Alors je vous remercie beaucoup de nous avoir rejoints, parce qu'aujourd'hui nous en avons en fait 5. Nous avons Jérémy Marsk, nous avons No Kirby, et Kirby c'est devenu un grand membre. Alors merci beaucoup. Parfois, je veux dire, les vues sont un peu en baisse, donc nous n'avons pas de nouveaux membres, et personne ne m'offre un café. Si quelqu'un s'inscrit pour un montant supérieur, je suis toujours ravi, merci. Ensuite, nous avons Kilakoker. Enfin, Somaona. Il tenait à rester anonyme, mais il a aussi rejoint. Ou elle, bien sûr, a rejoint pour un montant plus élevé. Alors merci à Kirby et Somaona d'avoir relevé la barre. Cela compte vraiment beaucoup pour moi. Si vous aimez ma chaîne, le lien Buy Me a Coffee est dans la description. Voici la seconde partie de la vidéo sur l'économie russe. Je vais commencer pour vous avec le résumé des frappes, car nous avons enfin le résumé du mois d'août. Août a été excellent pour les Ukrainiens, mais terrible pour les raffineries russes. La carte du mois d'août confirme les frappes de drones et de missiles ukrainiens à travers la Russie. Elle recense 45 incidents. Oui, des incidents. Les cibles comprennent 8 dépôts chambres de pétrole et installations gazières, 14 raffineries,
2 aérodromes, 12 sites ferroviaires, 3 ports et entrepôts, ainsi que 6 entreprises de l'industrie de la défense. Vous pouvez les voir sur la carte, principalement du côté européen des monts Oural. Mais cela ne veut pas dire grand-chose, car les Ukrainiens peuvent frapper plus loin s'ils le souhaitent, man. Regardez celui-ci ici. Ici, mes amis, vous pouvez voir une carte qui visualise parfaitement quels oblasts russes ont maintenant des problèmes de carburant, des pénuries de carburant, de diesel et d'essence. Je vais vous la montrer dans chaque vidéo parce que cela se met à jour tout le temps. Le bleu signifie une augmentation des prix, et le bleu foncé indique une forte augmentation des prix, le bleu clair une légère augmentation des prix. L'orange indique des problèmes de carburant ou des problèmes de téléphone et d'internet. Et vous pouvez voir que plus de la moitié des régions russes sont déjà fortement touchées par cela. Voici maintenant une liste. Voici une carte indiquant tous les emplacements reliés aux pipelines russes, dépôts de carburant et raffineries de pétrole. Juste les combustibles fossiles, les exportations et le profit qu'on en tire. Parce que c'est ce qui alimente cette invasion russe de l'Ukraine. Si vous démantelez ce réseau, vous démantelez la Russie en tant qu'État. C'est aussi simple que ça. C'est pourquoi les Ukrainiens le font. La mort par 1000 coupures. Et puisque la taille de la Russie a toujours été son avantage contre les Allemands, mais contre les Français pendant la guerre napoléonienne. Mais c'est aussi son inconvénient. Avec toutes ces vieilles raffineries, ces cibles juteuses restent difficiles à défendre sur une zone si vaste. Il manque de systèmes de défense aérienne pour protéger la Russie. Donc la plupart du temps, ces raffineries sont défendues par des employés du ministère de la Défense qui tirent plus de 1000 coups avec une mitrailleuse et encore 200 avec une mitrailleuse lourde. C'est-à-dire des mitrailleuses lourdes, des gens avec des kalachnikovs. Je vais simplifier pour vous. C'est la principale défense contre les drones ukrainiens, mais elle ne fonctionne pas vraiment, comme maintenant on le voit. Je vais vous montrer une photo. Ceci est un système de défense aérienne de fortune. 2 mitrailleuses comme des mitrailleuses reliées ensemble à un truc et ensuite on tire avec. Si tu vois un drone, tu pourrais l'atteindre ou non. S'ils attaquent la nuit, tu ne l'atteindras sûrement pas. Ça ne suffira pas pour défendre les installations les plus importantes de ton pays, mais c'est comme ça. Avec le rythme actuel, ChatGTP a donné à la Russie seulement 45 jours. Les Ukrainiens sont dopés pour démanteler ce système. Je viens de vous montrer les dépôts de pétrole, les oléoducs, les gazoducs, tout. 24% de la capacité de raffinage est déjà hors service. 12 raffineries tout moins touchées en seulement 45 jours. Au rythme actuel, le raffinage russe pourrait s'effondrer en 1 an, avec des conséquences dévastatrices pour l'économie et l'effort de guerre. Non, la vérité, c'est que si la capacité de raffinage russe s'effondre totalement, il n'y aura plus de Russie. C'est tellement étroitement lié. Très bien, mes amis, je sais que vous l'attendiez. Les frappes spécifiques et frappes spécifiques et le bingo des raffineries de pétrole. Regardez, la carte de bingo est juste ici. Et hier, celle-ci a été attaquée. La deuxième plus grande raffinerie de toute la Russie, la raffinerie Kirchi, de 101 millions de tonnes de produits pétroliers raffinés par an. Et elle a été frappée. Donc bientôt, vous aurez votre bingo sur toute la ligne. Je veux vous présenter Ivan Atrakovski, qui est un nationaliste russe d'extrême droite, je le cite. La crise du carburant en Russie, qui a suivi les attaques de drones kamikazes ukrainiens, devient de plus en plus grave. Pourquoi est-ce que je vous lis ceci? Parce que cela vient des Russes. Vous savez, s'ils veulent cacher quelque chose, s'ils ne veulent pas cacher quelque chose, s'ils disent « c'est la vérité » par désespoir. Tout cela nous donne de bonnes informations. Si à la fin du mois d'août, une pénurie d'essence a été enregistrée dans la région du Baïkal, le Primorié, les îles Kouril et la Crimée. En septembre, elle s'est étendue à Ryazan, Nijni Novgorod, Saratov, Samara, Ulyanovsk, Penza, Rostov, Astrakhan, la Kalmoukie et le Tatarstan. Des perturbations d'approvisionnement en carburant touchent l'Amour, Magadan, Sakhalin, Khabarovsk, la Yakoutie, la région autonome juive et la Tchoukotka. Les autorités ne protègent pas nos installations stratégiques, comme les raffineries au pétrole. Dit par l'homme lui-même, je pense qu'il dit la vérité par désespoir. Regardez, voici la raffinerie de pétrole Kirchi dans la région de Leningrad. C'est la deuxième plus grande. Vous pouvez la voir brûler juste ici. Un joli beau barbecue. J'ai une vidéo encore meilleure pour vous qui montre exactement où c'est. Regardez ça, c'est magnifique.
Voici l'Ukraine, voici Saint-Pétersbourg, voici l'Estonie. C'est à environ 200 km de la frontière estonienne. Environ 3 à 4 heures d'où je me trouve physiquement maintenant à Saint-Pétersbourg. Et voici Kirishnev de Okis. Je lis lentement, mec. Voici la raffinerie de pétrole. Regardez sa taille. Si vous vous promeniez ici en tant que piéton, je veux dire, vous marchez dans une ville. Ce sont des rues et une raffinerie de pétrole. Ce n'est pas une ville, mais cela y ressemble. De toute façon, ils ont détruit les tours de raffinage. Je l'ai vu dans une vidéo, 2 des tours de raffinage sont en train de brûler. Et les photos ici sont aussi assez jolies. Ils ont détruit le cœur de cette raffinerie, on peut le dire ainsi. Mais ce n'était pas la seule touchée hier. Ils ont frappé l'incendie de Kirishira dans la région de Leningrad, juste ici, près de l'Estonie, mais ils ont aussi frappé la raffinerie Bashneft, juste ici. Donc 2 des raffineries ont été complètement mises hors service hier. Mais il n'y a pas que les raffineries de pétrole. Depuis le début du mois d'août, les Ukrainiens frappent de façon maniaque les chemins de fer russes partout, tout le temps, dans les territoires occupés et en Russie. Par exemple, celle-ci a eu lieu hier. C'est près de Saint-Pétersbourg. Ces wagons sont vides, ce sont des citernes à carburant, mais ils ont fait dérailler ce train. Ils ont attaqué les chemins de fer, et ce gigantesque déraillement survenu. Franchement, ça semble magnifique. Si je regarde bien, on ne voit pas vraiment beaucoup de vidéos de trains déraillés. Bien sûr, les rails sont assez faciles à réparer. Ils vont le faire en 1 semaine. Mais si tu le fais sans cesse, ça ralentira et bloquera les trains. C'est mauvais pour la logistique. Ce n'était pas la seule attaque contre un train, il y en a eu d'autres. C'était dans la région de Leningrad. Dans le district de Luga, 15 wagons citernes vides ont déraillé. Mais dans le district de Glasina, près de la gare de Sen-Merina, une locomotive a déraillé. Voici une vidéo pour vous. Je suis content d'en avoir une aujourd'hui, car parfois ce n'est pas le cas. Regardez. D'ailleurs, ce n'est pas comme si la Russie avait beaucoup de ces locomotives. En fait, ils commencent à en manquer parce que les partisans les brûlent de tout le temps. C'est un vrai problème d'en trouver en Russie. Ils sont en pénurie, ce qui est étrange. Sur ce, mes amis, je vais conclure sur l'économie russe et passer aux actualités internationales. Et tout de suite, nous allons commencer avec des parachutistes de l'OTAN sautant d'un avion belge au-dessus de la Lituanie, très près de Kaliningrad-Ovast. Ceci fait partie de l'exercice d'entraînement Opération Siècle de l'Est. Ceci est une réponse directe aux drones russes en Pologne. Cela a été décidé lors des réunions de l'article 4 que la Pologne a convoqué, l'article 4 de l'OTAN. Ils ont décidé de lancer l'opération Siècle de l'Est. Nous allons déployer des chars, des troupes et des avions de chasse en Pologne. Et ils l'ont fait. Et une partie de cela était bien sûr cette formation de parachutistes. Mais ce n'est pas tout. Il y a des effets secondaires à cette menace envers la Pologne. Les Polonais vivent un doux réveil national. Ce n'est pas comme en Ukraine, mais c'est similaire. Il y a un grand nombre de jeunes hommes qui s'engagent maintenant, je veux dire, ils se sont engagés en 2022 dans l'armée. Mais depuis l'arrivée des drones en Pologne, la menace a augmenté. Donc, des dizaines de milliers de Polonais suivent volontairement une formation militaire en raison de la menace venant de la Russie. Plus de 20 000 Polonais ont déjà suivi ou terminé une formation militaire au premier semestre 2025. Selon lui, d'ici la fin de l'année, environ 40 000 autres volontaires sont attendus, soit 2 fois plus qu'en 2022. Donc, nous n'attendons pas un réveil national, mais un pic massif d'intérêt pour le service militaire volontaire. En Estonie, nous avons des forces de défense territoriale. Je ne suis pas sûr de ce que les Polonais ont, mais clairement, comme vous pouvez le voir, ils s'engagent et ils sont prêts à défendre leur pays. Et ils n'ont pas une armée faible, bien au contraire. Ils ont l'une des armées les plus puissantes du continent européen. Au fait, les avions de chasse Rafale français ont été déployés en Pologne. 3 avions de chasse Rafale supplémentaires ont été déployés dans le cadre de la mission de défense Eastern Sentry de l'OTAN. Je suis vraiment heureux d'avoir une vidéo de ces gars-là. Ce sont les Rafales qui décollent de Pologne, des avions français en Pologne. Il y a aussi des F-35 en Pologne. La Pologne est fortement militarisée actuellement. Je suis vraiment content de le voir. Je vais encore vous montrer des vidéos de blindés en Pologne. Des troupes supplémentaires arrivant des pays occidentaux.
Je suis content de voir cela. Maintenant, il y a une autre vidéo. Du matériel militaire s'approche également du front. Dans la dernière vidéo, j'ai dit que la Pologne avait fermé ses frontières avec la Biélorussie et la Russie. Eh bien, quand je dis tous, je veux dire que les Polonais ne plaisantent pas. Ici, vous pouvez les voir fermer une voie ferrée, pas seulement la fermer. Juste, oh, vous ne pouvez pas passer. Non, ils barricadent physiquement tout ce qui est lié aux frontières, aux postes frontières. Rien ne passera. Ils vont même construire des barrières pour les trains. Et pourquoi est-ce si important ? Eh bien parce qu'il y a encore beaucoup de trafic qui passe par les chemins de fer en Pologne et par les camions sur les routes. De plus, tout le monde perd de l'argent à cause de ça. La Pologne perd de l'argent, la Biélorussie perd de l'argent, la Russie perd de l'argent. Tout le monde et les Polonais continuent. Pourquoi je dis cela ? C'est parce qu'ils savent compte ce qu'ils perdent, ils l'ont analysé et ils continuent de le faire. Pour eux, la sécurité nationale est la priorité numéro 1. L'argent vient en second, tout le reste vient après, mais la sécurité nationale est la préoccupation numéro 1. Il y a des trains qui étaient censés passer pour que les affaires se soient menées, mais non. Tout est fermé. Je suis ravi de le voir. Le peuple polonais, la nation polonaise et les politiciens ont le courage de faire cela. Nous le faisons. Letton, lituanien, le problème débute avec l'Europe centrale. Je ne perçois pas de réelle détermination là-bas. J'aimerais la voir comme en Pologne. Voilà comment nous devons agir avec les Russes. Je veux aussi vous montrer où c'est. Białystok est Saint-Amand-la-Ville et ici il y a 2 postes frontières. Donc ces postes frontières sont proches de la Lituanie, à la frontière nord-est avec la Biélorussie. Ils sont également fermés au trafic ferroviaire et tout est fermé bien sûr. Et mes amis, je vais terminer les actualités internationales avec les drones russes en Roumanie. Ils étaient en Pologne, puis la Pologne a invoqué l'article 4 de l'OTAN. Lors des réunions, il a été décidé de riposter. Et ils ont lancé l'opération Siècle de l'Est. Il y a 1 an et demi, ils ont lancé l'opération Siècle de la Baltique, déployant de nombreux navires de l'OTAN en mer Baltique pour surveiller les Russes. Maintenant, c'est l'opération Siècle de l'Est, qui déploie beaucoup de troupes au sol en Pologne, ainsi que des avions de chasse occidentaux en Pologne. Des avions de chasse occidentaux supplémentaires. Eh bien maintenant, les Russes ont violé l'espace aérien roumain. 2 drones russes, Okar, sont restés 50 minutes dans l'espace aérien roumain. Les 116 roumains de l'OTAN les ont suivis. Ils n'ont pas été abattus et sont retournés en Ukraine, dans l'oblast d'Odessa. Et les Roumains ont dit que nous ne voulions pas cela. Nous ne les avons pas abattus car ils ne survolaient par Santolé pas de zones urbaines et sont repartis en Ukraine. Je ne peux pas être d'accord car ces drones sont revenus en Ukraine pour tuer des Ukrainiens. Vous auriez pu l'empêcher mais non. Ça me blesse. Je le répète toujours sur cette chaîne. Abattez-le dès qu'il franchit la frontière. Si c'est un avion de chasse, abattez-le immédiatement, dès la première seconde, détruisez-le, envoyez des missiles. Mais peut-être que je suis trop loin, je ne sais pas. Ça me fait mal de voir ça, ça me fait mal de voir cela. On peut le voir sur une vidéo. Je suis tellement content d'avoir encore une vidéo pour vous. Comme aujourd'hui, c'est une bonne journée pour les vidéos. Ce sont les F-16 en Roumanie qui volent juste derrière 2 drones russes, Shahad. Ils ne les abattent pas. Ils laissent simplement ces drones retourner en Ukraine pour tuer des civils ukrainiens. Je déteste devoir rapporter cela, mais je dois le faire au nom de la vérité. Et je le répète, si cela se reproduit, quoi que ce soit, un pétrolier russe, un avion, un chasseur, peu importe, abattez-le dès la première seconde. Mes amis, ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. Prochainement, je vous présenterai toutes ces rubriques, front, économie russe et actualité internationale. Et peut-être quelque chose de plus. Alors revenez, je vous tiendrai au courant de tout ce dont je viens de parler aujourd'hui. Je reviendrai dessus parce que j'aurai alors plus d'informations. Je serai de retour pour vous mercredi, donc dans 2 jours. En attendant, veuillez vous abonner à la chaîne Slavocrinia et au revoir.